Alors, nous rencontrons Benoît Renaud qui vient de publier un livre qui s'appelle Un peuple libre, indépendance, laïcité et inclusion comme sous-titre. Alors, pourquoi as-tu trouvé nécessaire dans la période actuelle d'écrire un livre sur le sujet? Ça fait plusieurs années que je participe de différentes façons aux grands débats qui traversent la société québécoise, puis plus généralement le monde occidental, sur toutes les questions qu'on appelle identitaires, donc les enjeux, les questions nationales, les formes actuelles du colonialisme, le racisme, l'islamophobie, et ainsi de suite. Puis ce que je voulais faire avec ce livre-là, c'est structurer et développer mes idées sur ces sujets-là de la façon la plus cohérente possible. J'espère que j'y suis arrivé. Alors, dans ton premier chapitre, tu parles du mouvement indépendantiste comme étant déboussolé, traversé par une crise profonde et tu parles du recul même du soutien à l'indépendance dans la population du Québec. Alors, comment t'expliques cette réalité? C'est quoi ton analyse de la situation actuelle de l'évolution du mouvement indépendantiste et du soutien à l'indépendance ou à la souveraineté? Certaines parlent de souveraineté. Je pense qu'il faut regarder l'ensemble de la trajectoire du Parti québécois et du mouvement souverainiste ou indépendantiste tel qu'il a été dirigé et euh, mené par le Parti québécois depuis 50 ans maintenant. Puis revenir aux sources, à la fois revenir aux sources plus radicales du mouvement indépendantiste des années 60 où on voyait le mouvement pour l'indépendance du Québec comme une composante de la vague internationale de décolonisation et pour voir aussi que dès le début, le Parti québécois avait une approche conservatrice sur le plan des institutions. Tout le projet politique de René Lévesque, dès le départ, c'était de trouver un accommodement avec les pouvoirs en place, avec l'État canadien lui-même, bien entendu, avec les... Ouais. C'est pourquoi il parlait de souveraineté association dans le ça. Oui, mais c'était pas juste la souveraineté association, mais c'était toute l'approche par négociation, hein, de négociation au sommet entre le gouvernement du Québec et les représentants du gouvernement canadien. Donc, ça se voulait une approche où le rôle de la population était au mieux de donner un certain mandat, un certain rapport de force à l'équipe de négociation du côté du gouvernement du Québec, mais tout ça était vu comme une entente à l'amiable pour refaire un pacte, dans le fond, entre les milieux dirigeants du Québec et du reste du Canada, et non pas comme un mouvement pour créer de nouvelles institutions sur la base de la souveraineté populaire. OK. Puis effectivement, on peut toujours attribuer la situation à un facteur comme un facteur directement politique, comme le projet péquiste lui-même. Mais à l'heure actuelle, on peut dire, certains disent, bon, la question du Québec est plutôt réglée, la question linguistique, même s'il y a encore certaines difficultés, il y a eu comme, on n'est plus dans la situation des années 60. Puis même certains vont dire, comment peut-on encore parler d'oppression nationale? Alors, comment tu analyses cette réaction-là d'un secteur de la population, y compris chez des militants et militantes de la gauche politique? Ouais, je pense qu'on a tendance à confondre l'oppression nationale et le racisme, entre autres parce que la plupart du temps, quand il y a oppression nationale ou quand il y a colonisation, ça vient toujours avec du racisme, mais il s'agit de deux réalités différentes. L'oppression nationale, c'est pas la même chose que la discrimination systémique qui était vécue par les Canadiennes françaises et les Canadiens français jusqu'aux années 70, on pourrait dire, là, jusqu'au moment où la Révolution tranquille a fait son œuvre et rétabli un certain équilibre là, entre les différents groupes à l'intérieur de la population du Québec. Mais l'oppression nationale, c'est l'oppression de l'ensemble de la nation québécoise au niveau institutionnel et politique par l'État canadien dans son ensemble aussi. Ce n'est pas une bataille entre groupes ethniques. Puis
Donc, on peut avoir fait des gains sur le plan de la discrimination qui était vécue par la population canadienne-française. C'est vrai que ces gains-là ont été faits, mais sur le plan des institutions politiques, la question nationale proprement dite, ça a été échec après échec. Puis aujourd'hui, autant les partisans du renouvellement du fédéralisme que les souverainistes de l'école péquiste ne savent pas trop quoi faire pour sortir du statu quo. Mais tu peux-tu donner un peu des exemples de ce que tu appelles l'oppression institutionnelle? Oui. Ben, d'abord, la reconnaissance même d'une nation québécoise est strictement symbolique. Là. Le plus loin que c'est allé, ça a été une résolution à la Chambre des communes qui n'a aucune répercussion légale. Mais quand on regarde la Constitution, ben, la Constitution a été adoptée sans l'accord du Québec, puis même la série de gouvernements fédéralistes qu'on a eu depuis 82, il n'y en a aucun qui a osé ajouter la signature du Québec à la Constitution canadienne. Entre autres parce que justement, il n'y a aucune reconnaissance du caractère particulier du Québec. Et donc, à chaque fois que le gouvernement fédéral intervient dans un domaine ou un autre qui peut affecter le Québec d'une façon spécifique, il n'y a aucun recours légal pour contester ces interventions-là de la part du gouvernement fédéral. Puis, de façon plus générale, je dirais que c'est le nation building canadien, le projet national canadien lui-même, se définit et se construit en ignorant complètement la question du Québec. Et donc, le Québec est marginalisé dans ce projet politique-là, qui est un projet canadien défini ailleurs à partir de d'autres critères. Et donc, le Québec est un peu dans une impasse à ce niveau-là. On n'est pas vraiment intégré à la démarche politique canadienne, mais on n'a pas notre propre processus d'autodétermination non plus. Tu parles même, dans ton deuxième chapitre, il est intitulé, c'est quand même assez frappant, tu dis il faut briser l'Empire canadien. Il me semble que c'est comme un revirement total par rapport au projet péquiste, puis même au projet des indépendantistes du Québec en général. Alors, pourquoi un tel titre, puis comment tu définis, pourquoi définir le Canada comme un empire? Alors, comment tu places l'indépendance dans le processus de destruction de l'Empire canadien? Oui, je pense que quelque chose que j'apporte dans le chapitre 1 puis qui explique ce qui vient par la suite, c'est l'idée qu'on a besoin d'arguments universels en faveur de l'indépendance. On ne va pas convaincre la majorité de la population du Québec de faire les efforts nécessaires pour réaliser l'indépendance si on ne met pas de l'avant des arguments qui sont universels, des arguments qui peuvent être compris par n'importe qui, peu importe d'où ils viennent, peu importe depuis combien de temps ils sont au Québec, puis même des arguments qui peuvent rallier des gens à l'extérieur du Québec, évidemment. C'est souvent les mêmes arguments qui vont rallier des gens à l'extérieur du Québec, puis des gens au Québec qui ne sont pas déjà convaincus. Et un de ces arguments-là, c'est une critique que je dirais sans une critique sévère du Canada comme institution politique au service d'un certain modèle économique. L'État canadien qui s'est construit sur l'appropriation, on pourrait dire même l'expropriation du territoire des peuples autochtones, puis aussi des possessions françaises à l'époque, et en vue d'exploiter ces territoires-là, généralement pour des ressources comme la fourrure au début, ensuite les mines, et puis aujourd'hui, c'est beaucoup le pétrole, le gaz. Et le capitalisme canadien s'est construit sur l'exploitation de ces ressources-là. Et donc, tout le système financier canadien basé à Toronto profite de l'exploitation des territoires pour aller chercher les ressources naturelles. Et donc, si on regarde l'exemple le plus récent qui avait été la bataille des Wet'suwet'en, le peuple Wet'suwet'en en Colombie-Britannique contre un projet de gazoduc, c'est à partir du moment où il y a des intérêts financiers extractivistes qui
qui sont en jeu pour l'État canadien, ben, les droits des peuples autochtones se retrouvent à l'arrière-plan, puis on voit rapidement qu'est-ce qui se cache derrière les beaux discours de certains politiciens comme Trudeau en faveur de la réconciliation. Donc, si on a une critique anticoloniale de l'État canadien, ça se trouve être un dénominateur commun qui peut faire converger les luttes autochtones et la lutte du Québec. Oui, effectivement, mais à ce niveau-là, l'histoire récente des dernières décennies n'a pas montré vraiment cette convergence-là. Comment tu penses que ça peut être dépassé, cette situation-là? Je dirais que la situation de crise dans laquelle se trouve le souverainisme traditionnel, donc qui prend de plus en plus des teintes de nationalisme ethnique et conservateur, la crise de ce mouvement souverainiste-là porte en elle la possibilité d'un nouveau mouvement indépendantiste qui, lui, serait rigoureusement anticolonial. Puis, je pense que ce n'est pas déraisonnable de penser que ce virage-là peut s'opérer quand on regarde l'histoire des luttes nationales au Québec. Généralement, c'est quand le mouvement indépendantiste est particulièrement audacieux, est particulièrement fort, c'est aussi dans ces temps-là qu'il y a plus de convergence avec d'autres luttes, plus d'identification aux luttes de d'autres peuples et aux luttes de différentes minorités. Alors que quand le mouvement est en position de repli, de défaitisme, c'est là qu'on se rabat sur le nationalisme ethnique, puis la survivance, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'on est présentement dans une période de transition où on peut passer à une nouvelle phase offensive pour le mouvement indépendantiste québécois et en convergence avec les luttes anticoloniales actuelles. Tu as 3 chapitres dans ton livre, c'est quand même, j'ai trouvé ça très important, sur le racisme, sur l'islamophobie, sur le débat sur la laïcité, dans un livre qui porte comme titre Un peuple libre. Pourquoi donner tant d'importance à la dimension antiraciste en rapport avec l'indépendance du Québec? Oui, je pense que c'est essentiel, là, comme je viens d'expliquer. Je pense que l'avenir du mouvement indépendantiste passe par une approche de solidarité internationale, en particulier avec les peuples autochtones, mais plus généralement de solidarité internationale, puis d'inclusion de toutes les composantes culturelles ou ethno-culturelles de la nation québécoise dans le projet. Puis pour moi, ça passe par des orientations clairement antiracistes de la part du mouvement indépendantiste. Je pense qu'on peut faire la preuve à contrario en se posant la question combien de personnes ont été convaincues de devenir indépendantistes grâce à la Charte des valeurs du PQ en 2013 ou de se rallier à un projet nationaliste québécois grâce à la loi 21 du gouvernement de la CAQ. Je pense que poser ces questions-là, c'est y répondre. Puis pour moi, on peut partir d'un point de vue anticolonial ou antiraciste puis arriver à une conclusion indépendantiste, puis le contraire aussi. Puis ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est de montrer par quel chemin cette convergence-là peut se faire. Tu termines ton livre en présentant l'indépendance comme une révolution démocratique, puis la lutte pour la constituante comme étant un instrument de cette lutte, de cette révolution démocratique. Est-ce que ça s'inscrit entièrement ou tu as des nuances avec la position de Québec solidaire? Ben, il y a eu des débats assez complexes à Québec solidaire autour de l'Assemblée constituante, de son rôle, de son mandat, de son fonctionnement. Je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des débats là-dessus. Ce qui est essentiel pour moi, puis je pense que c'est là-dessus qu'on peut rallier des gens assez largement, c'est que pour faire l'indépendance, il faut fonder des nouvelles institutions sur une légitimité supérieure à celle des institutions existantes. Puis la seule source possible de cette légitimité-là, c'est
la souveraineté populaire. L'Assemblée constituante se veut une expression de cette souveraineté populaire-là, de dire on va créer de nouvelles institutions à partir d'une page blanche. On ne va pas simplement maintenir les institutions en place en changeant la couleur du drapeau, mais on va se poser des questions fondamentales sur comment on veut que le pouvoir soit structuré dans notre société. Je pense que aussi Québec solidaire, c'est une vision républicaine de l'indépendance. Oui, c'est une vision républicaine au sens strict où on est en rupture avec la longue tradition de monarchie constitutionnelle qui est à la base de l'État canadien, encore maintenant. Puis la Constitution de 1982 est un bon exemple de ça, de l'approche qui vient de haut en bas, où c'est les gens qui sont en position de pouvoir détiennent le pouvoir exécutif. En fait, là, les premiers ministres du Canada et des autres provinces qui ont décidé ça allait être quoi le texte de la Constitution canadienne sans aucune espèce de consultation populaire. Alors, je pense qu'en prenant l'approche opposée, qui est de dire les institutions politiques doivent émerger d'une démarche d'autodétermination de la population, à ce moment-là, on peut développer un mouvement qui va être un mouvement d'abord démocratique. Je pense que c'est la question nationale, c'est d'abord une question de démocratie. Puis, si on la pose dans ce cadre-là, je pense qu'on peut rallier plein de monde qui ne s'identifient pas nécessairement aux revendications traditionnelles du Québec, sur la question de la langue, par exemple, ou d'autres, mais qui peuvent se reconnaître dans une aspiration à plus de démocratie. Y a-t-il des lancements qui sont prévus pour ton livre? Il va y avoir une activité de type webinaire le 2 septembre, à 19h. Je vais pouvoir vous faire parvenir bientôt les détails pour ça. Ça va être un lancement virtuel, dans le fond, avec un panel d'invités, de personnes qui ont déjà lu le livre, puis on va en discuter en panel, puis ensuite les gens pourront poser des questions vers la fin de l'activité. Donc, mercredi soir, le 2 septembre à 19h, c'est le jour où le livre va être disponible en librairie aussi, le 2 septembre. Alors, je te remercie pour cette entrevue. Merci Bernard. À la prochaine.